Bonjour et bienvenue pour ce nouveau chapitre de physique. Nous attaquons aujourd'hui la partie du programme sur le mouvement et les interactions, autrement dit la mécanique. Et le premier chapitre de cette partie consiste à décrire un mouvement. Pour cela, nous allons voir dans un premier temps les définitions essentielles pour pouvoir correctement décrire un mouvement en classe de seconde et dans les classes supérieures d'ailleurs. Il est très important d'être bien au point sur ces définitions. Ensuite, nous verrons qu'en classe de seconde, nous faisons en fait de la mécanique du point et que cela va nous permettre d'obtenir des trajectoires claires. Puis nous verrons enfin comment calculer et tracer des vecteurs, et notamment le vecteur vitesse. Tout d'abord un petit mot de vocabulaire auquel il va falloir s'habituer rapidement. L'objet, la personne ou l'astre dont nous allons étudier le mouvement en physique, il va s'appeler le système. Donc si je veux étudier le mouvement d'une pomme, mon système ce sera la pomme. Si je veux étudier le mouvement d'une voiture, mon système ce sera la voiture. Admettons que l'on souhaite étudier le mouvement d'une pomme située sur la table d'un train qui part du quai. Le mouvement de cette pomme il va être différent dépendamment du point de vue par rapport auquel on la regarde. Si on est dans le train à côté de la table et qu'on regarde la pomme, elle va nous apparaître immobile. Par contre, si on regarde la pomme depuis le quai, elle va bouger, elle va s'en aller au fur et à mesure que le train démarre. Donc en fonction du point de vue, le mouvement il va être différent et il faudra choisir un point de référence qui va nous permettre d'étudier le mouvement de nos systèmes. Ce point de référence que l'on choisit s'appelle un référentiel. Je peux par exemple choisir d'étudier le mouvement de cette pomme en utilisant le quai comme référentiel, ou bien je peux étudier le mouvement de la pomme en utilisant le siège passager comme référentiel. En classe de seconde, nous allons utiliser trois référentiels principaux pour caractériser les mouvements de nos systèmes. Le premier référentiel à connaître, c'est le référentiel terrestre. Donc un référentiel qui est lié à la surface de la Terre, autrement dit le sol. En physique, nous utilisons souvent ce référentiel pour des études dites laboratoires, comme observer la chute d'une balle, une bille qui roule, mais aussi on peut analyser le mouvement de véhicules qui se trouvent à la surface de la Terre, comme un vélo, une voiture. Un second référentiel à connaître, que nous allons utiliser en classe de seconde, c'est le référentiel géocentrique. Lorsqu'on utilise ce référentiel, on prend comme point de référence pour étudier notre mouvement le centre de la Terre. Et ce référentiel il va être utile pour étudier le mouvement des satellites situés en orbite de la Terre, que ce soit des satellites naturels comme la Lune ou des satellites envoyés par l'homme. En effet, si pour étudier ces mouvements on utilisait le référentiel terrestre, à savoir un point de la surface de la Terre, le mouvement observé il ne va pas être celui auquel on s'attend, puisque la Terre elle tourne sur elle-même, ce qui rajouterait des rotations et on ne pourrait pas bien observer la trajectoire de nos satellites. Enfin, un dernier référentiel qu'on peut être amené à utiliser, c'est le référentiel héliocentrique. Cette fois-ci, le point de référence utilisé, c'est le centre du Soleil. Donc ce référentiel, il pourra servir pour étudier le mouvement des planètes situées dans le système solaire. Un autre élément essentiel qui va nous permettre de décrire nos mouvements, c'est l'échelle temporelle, qui va nous servir à déterminer les instants où nous allons observer le système. Si on pense à une voiture qui avance au ralenti, on peut par exemple observer cette voiture toutes les secondes, et on fixe alors l'échelle temporelle ΔT à 1 seconde. Mais étant donné que notre voiture roule au ralenti, nous n'avons en fait pas besoin de l'observer toutes les secondes. On pourrait tout simplement prendre une position de la voiture toutes les 2 secondes, et ce serait suffisant pour notre étude du mouvement. Dans ce cas-là, on va fixer l'échelle temporelle ΔT à 2 secondes. À présent, si on veut étudier le mouvement de la Lune autour de la Terre, on ne va pas l'observer toutes les 2 secondes, sinon on aurait beaucoup trop d'informations. Étant donné que la Lune émet 28 jours à faire le tour de la Terre, on pourrait l'observer par exemple tous les 4 jours, ce qui va nous suffire pour étudier le mouvement de la Lune. Dans ce cas-là, on fixe donc notre ΔT, notre échelle temporelle, à 4 jours. Et enfin, si on veut étudier le mouvement de la Terre, on va se placer déjà dans le référentiel héliocentrique, et on ne va pas utiliser une échelle temporelle de 4 jours, on aurait beaucoup trop d'informations là aussi. Étant donné que la Terre fait le tour du Soleil en environ 365 jours, on peut fixer une échelle temporelle à 50 jours, c'est-à-dire repérer la position de la Terre tous les 50 jours, et ce sera largement suffisant pour étudier le mouvement de cette planète autour du Soleil. Donc lorsque l'on étudie le mouvement d'un système, l'échelle temporelle, c'est le temps que l'on attend entre deux observations du système. Cette échelle temporelle qui se note ΔT, elle est souvent donnée dans les énoncés des exercices. Mais on pourrait vous demander si une échelle temporelle elle est pertinente pour tel ou tel cas d'étude. À présent, nous allons parler d'échelle spatiale, celle qui va nous permettre de représenter notre mouvement dans les bonnes proportions. Si on reprend par exemple l'exemple de notre voiture, même si elle avance au ralenti,
elle avance tout de même de 5 mètres toutes les 2 secondes. Et si je veux représenter le mouvement de cette voiture sur ma feuille de papier, en notant 3 positions successives par exemple, il va me falloir 10 mètres de papier pour représenter cette situation. Et comme notre feuille de papier elle ne mesure pas 10 mètres, on va plutôt représenter cette situation sur environ 10 cm de papier, en utilisant comme échelle spatiale 1 cm pour 1 mètre. Autrement dit, 1 cm sur ma feuille de papier équivaut à 1 mètre dans la réalité. Ainsi, je vais bien pouvoir représenter mon mouvement dans les bonnes proportions. Maintenant, si on souhaite étudier le mouvement de la Terre dans un référentiel héliocentrique, c'est pareil, on ne va pas pouvoir dessiner sur notre feuille de papier la vraie distance entre la Terre et le Soleil, qui est de 150 millions de kilomètres. Et nous allons donc choisir une échelle spatiale qui va nous permettre de représenter la situation sur notre feuille de papier en gardant les proportions. Admettons qu'on veuille faire un schéma d'environ 10 cm, dans lequel on représente un cercle de diamètre 300 millions de kilomètres, pour bien prendre en compte toute la situation. Et bien, en faisant un petit tableau de proportionnalité, on va pouvoir trouver quelle est la distance réelle qui correspond à 1 cm sur notre feuille de papier. On va donc pouvoir déterminer l'échelle spatiale. Et en faisant un produit en croix, ici, on trouve que x il est égal à 300 millions divisé par 10. Donc finalement, l'échelle spatiale que nous avons choisie pour pouvoir dessiner un schéma de 10 cm, elle est de 30 millions de kilomètres pour 1 cm. Autrement dit, 30 millions de kilomètres dans la réalité correspondent à 1 cm sur notre papier. L'échelle spatiale, elle vous est généralement donnée dans l'énoncé, mais on peut aussi vous demander de choisir une échelle spatiale pertinente en fonction de la situation que vous étudiez. Enfin, une dernière chose qui va nous permettre d'étudier correctement le mouvement d'un système, c'est le repère. Un repère, il va nous permettre de noter les coordonnées de notre objet ou de notre système à chacune de ses positions. On pourra s'en servir par la suite pour calculer notamment des vitesses. Et un repère, il va pouvoir avoir par exemple 3 axes si on souhaite étudier un mouvement en 3 dimensions, ce qui signifie que pour chaque position de la balle, nous aurons 3 coordonnées. Autrement dit, à chacun des instants où la balle est représentée, la balle elle a une valeur en X, une valeur en Y et une valeur en Z. Cependant, au lycée, nous étudierons la plupart du temps des situations en 2 dimensions. Et nous n'aurons que 2 valeurs pour chaque position du système. Une valeur de Z, par exemple, qui donnera une indication sur la hauteur, et une valeur de X qui nous donnera une indication sur la distance parcourue par la balle. Et parfois même, on étudiera les mouvements avec une seule dimension, comme la chute d'une balle. Dans ce cas-là, vous aurez une seule valeur pour la position de la balle à chaque instant qui va nous intéresser, puisqu'on ne s'intéresse qu'à la hauteur que prend la balle à chaque instant. Et c'est seulement une fois qu'on a bien défini ces 5 choses, qui sont à connaître en classe de seconde, à savoir le système que l'on étudie, le référentiel qu'on utilise, quelle est notre échelle temporelle, notre échelle spatiale, puis quel est le repère que nous utilisons, c'est à ce moment-là que nous allons pouvoir correctement commencer à étudier le mouvement d'un système. Et pour une étude complète du mouvement, il va nous falloir déterminer 2 choses, la trajectoire de l'objet ou du système et sa vitesse. Commençons par la trajectoire et intéressons-nous ici à un snowboarder. Nous étudions ici donc le système snowboarder dans un référentiel terrestre. Ici nous avons 8 photos en rafale du snowboarder avec 50 millisecondes entre chacune, ce qui fait que notre delta t il est de 50 millisecondes, notre échelle temporelle. L'échelle spatiale, elle nous indique que le snowboarder il a fait un saut de plus de 5 mètres, 6 mètres de long à peu près. Et vous voyez un petit repère aussi en 2 dimensions, puisque nous allons étudier le mouvement selon 2 axes. I pour le déplacement horizontal et J pour le déplacement vertical. Et au lycée, lorsque nous allons étudier la trajectoire d'un système, nous allons faire ce qu'on appelle de la mécanique du point. C'est-à-dire que nous allons simplifier le système, le ramener à un seul point. Et nous dirons que l'essentiel de la masse du système, elle est concentrée dans ce qu'on appelle le centre d'inertie du système. Ici, par exemple, nous avons retenu un seul point pour le snowboarder toutes les 50 millisecondes. Et nous allons donc étudier la trajectoire du snowboarder uniquement à travers ces 8 points. Comme vous l'aviez peut-être remarqué, le snowboarder il était en train de réaliser une figure acrobatique, une espèce de rotation de 360 degrés au niveau de son snowboard. Et en faisant de la mécanique du point, on ne pourra malheureusement pas étudier cette figure, puisque nous perdons des informations en réduisant le snowboarder à un seul point.
Cependant, nous allons pouvoir étudier de manière claire et précise la direction du mouvement et calculer des vitesses de notre snowboarder. Et à chaque instant, le snowboarder il aura finalement deux coordonnées. La première selon I, celle qui ne fait qu'augmenter, car le snowboarder s'est sans cesse déplacé de la gauche vers la droite au cours de son mouvement. Et une coordonnée selon J, qui augmente lorsque le snowboarder s'élève dans les airs, donc jusqu'au point M3 environ, où il va atteindre 4,7 mètres de hauteur, puis qui va diminuer au fur et à mesure que le snowboarder retourne vers le sol. Ce sont donc ces coordonnées qui vont nous permettre en classe de seconde de déterminer la vitesse du snowboarder. C'est ce que nous verrons dans une troisième partie du cours. Mais intéressons-nous pour le moment simplement à la trajectoire du système. Donc la trajectoire, c'est ce que l'on obtient en reliant les différentes positions successives occupées par l'objet étudié. Ici, la trajectoire elle va former une courbe quelconque, qui n'est ni une droite, ni un cercle, ni un arc de cercle. Et par conséquent, on dira que le mouvement il est curviligne. Mais comme vous l'avez vu dans les classes de collège, si en reliant les différentes positions de l'objet, on obtient une droite, alors on a une trajectoire qui forme une droite, et le mouvement, on dira qu'il est rectiligne. Et enfin, si lorsque vous reliez les différentes positions occupées par votre système au cours du temps, et que vous obtenez un cercle ou un arc de cercle pour la trajectoire, alors cela voudra dire que votre mouvement, il est circulaire. Ce qui sera généralement le cas lorsque nous étudierons les mouvements des planètes ou des satellites. Donc ces trois types de trajectoires et les mouvements qui correspondent sont à retenir. Ces différentes trajectoires elles sont importantes pour pouvoir définir correctement un mouvement, cependant elles ne suffisent pas. Il faut connaître en plus de la trajectoire du système, quelle est sa vitesse pour pouvoir définir complètement le mouvement d'un système. Et la vitesse, on peut la calculer en divisant la distance parcourue par le système par le temps qu'il a mis pour parcourir cette distance. Et si notre distance elle s'exprime en mètres et que notre temps s'exprime en secondes, notre vitesse elle s'exprimera en mètres par seconde. Par exemple, si on regarde ce mouvement rectiligne qui peut correspondre à celui d'un coureur débutant, on constate grâce à l'échelle spatiale que le coureur il s'est déplacé d'une distance de 10 mètres en tout. Et grâce à l'échelle temporelle, on voit qu'il a fait ses 10 mètres en exactement 5 secondes, puisque l'échelle temporelle nous indique qu'il y a une position du coureur qui a été repérée toutes les 1 seconde. Ainsi, si on veut calculer la vitesse du coureur durant le mouvement, on divise donc 10 par 5, la distance parcourue lors du mouvement, par la durée totale du mouvement, et on obtient une vitesse de 2 mètres par seconde. Mais attention, la vitesse que nous venons de calculer, c'est une vitesse moyenne. Et si elle peut sembler pertinente pour le mouvement du coureur, elle le sera beaucoup moins lorsque l'on va vouloir calculer la vitesse de notre snowboarder au cours de son mouvement. En effet, la vitesse du snowboarder, elle semble évoluer au cours du temps, et nous allons donc utiliser en classe de seconde un outil mathématique pour caractériser la vitesse à différents instants, à savoir le vecteur. Nous avions vu qu'à chaque instant, le snowboarder il possède deux coordonnées, et grâce à ces coordonnées, nous allons pouvoir calculer le vecteur déplacement dans un premier temps, puis le vecteur vitesse du système ensuite, et ce pour n'importe quel point du mouvement. Commençons par le vecteur déplacement qui, dans un repère en 2 dimensions comme celui-ci, aura deux coordonnées, une selon I et une selon J. Le vecteur M1, M2 par exemple, qui est le vecteur qui transforme le point M1 en un point M2, comme vous avez vu en mathématiques, eh bien vous allez pouvoir calculer ces coordonnées grâce à la formule qui apparaît et que vous voyez en cours de mathématiques. Donc la coordonnée de ce vecteur selon I, c'est la valeur que prend M2 en I, moins la valeur prise par M1 en I, ce qui nous donne 2 moins 0,2, soit 1,8. Et selon J, la coordonnée de ce vecteur elle est égale à la valeur prise par M2 en J, moins la valeur prise par M1 en J, ce qui nous donne 4,5 moins 3, soit 1,5. Donc finalement, le vecteur déplacement M1 M2, c'est bien un vecteur qui monte d'une unité et demie selon J, tout en se déplaçant d'1,8 unité selon I. Autrement dit, lorsque le snowboarder il est passé du point M1 au point M2, il est monté d'1,5 mètre et il s'est déplacé vers la droite de 1,8 mètres. On aurait également pu calculer le vecteur déplacement M4, M5 en utilisant les coordonnées des points M4 et M5, et on trouverait alors que le vecteur déplacement M4, M5 il a pour coordonnées
0,8 selon I et moins 0,8 selon J. Ce qui signifie que le snowboarder, entre les points 4 et 5, il avance de 0,8 unités vers la droite et il descend de 0,8 unités vers le sol. Donc généralement, en classe de seconde, on ne va pas vous demander de retenir ces formules en physique. Ce n'est pas le genre de calcul que vous allez retrouver lors des exercices ou des devoirs, puisqu'on fait ici appel à des notions d'un chapitre de mathématiques que vous venez à peine de digérer. Mais sachez qu'en mathématiques, vous apprenez également à calculer la norme des vecteurs, en faisant racine carrée de la première coordonnée au carré plus de la deuxième coordonnée au carré. Et en calculant la norme de ces vecteurs déplacement, on aurait trouvé globalement que le snowboarder, il s'est déplacé de 2,3 mètres entre les points M1 et M2, alors qu'il s'est globalement déplacé de 1,5 mètres entre les points M4 et M5. Donc comme je vous l'ai dit, en classe de seconde, on ne vous demande pas nécessairement de retenir ces formules, néanmoins on veut que vous sachiez comment ça marche, et vous les utiliserez très probablement lors d'une séance de travaux pratiques. On vous demandera alors d'analyser une séquence d'images et de récupérer les positions successives de votre système à chaque instant à l'aide d'un logiciel de pointage. Puis grâce à un second logiciel de calcul et en utilisant les formules qui vous seront donc données, qui vous seront rappelées, vous obtiendrez les déplacements successifs de votre système. Et il en va de même pour le vecteur vitesse que vous serez capable grâce au logiciel de calculer à chaque instant. Le vecteur vitesse, il sera obtenu en divisant le vecteur position par l'échelle temporelle utilisée, delta t, et c'est en calculant la norme de ce vecteur vitesse que vous obtenez finalement une valeur de vitesse pour chaque point. Mais donc ce sont des calculs qui ne sont pas forcément à retenir et qui font davantage l'objet d'une séance de travaux pratiques. Lors d'un exercice ou d'une évaluation, vous allez devoir simplement calculer des vitesses en chaque point et représenter les vecteurs vitesse sur votre papier. Donc parfois dans les exercices vous aurez des images, parfois vous aurez juste les positions successives de votre système. Et on va vous demander en classe de seconde de calculer donc la vitesse instantanée en mesurant le déplacement entre deux points. Donc juste une petite parenthèse, calculer une vitesse instantanée, cela voudrait dire que l'on peut calculer la vitesse à n'importe quel moment. Et pour cela, il faudrait en fait connaître vraiment la position en chaque instant, c'est-à-dire avoir l'équation de la courbe du déplacement. Et en dérivant cette équation, on aurait effectivement la vitesse instantanée. Mais vous verrez ceci en classe de première. En classe de seconde, on considère simplement en fait que puisque l'intervalle de temps séparant les positions successives de votre système, elles sont très petites, de l'ordre de quelques dizaines de millisecondes en général, alors les vitesses que vous allez calculer sont des vitesses instantanées. Mais c'est à mettre entre guillemets puisque vous allez voir que les vitesses, elles sont calculées pour un déplacement entre deux points du système. Voyons donc la méthode à utiliser en classe de seconde et qu'il faut retenir pour calculer des vitesses instantanées en un point. Vous allez venir mesurer donc la distance entre deux points successifs grâce à votre règle graduée. Ici par exemple la distance entre M1 et M2 elle vaut 2,3 cm. Il faudra faire ici attention à l'échelle spatiale du document. Nous souhaitons exprimer la vitesse en mètres par seconde et donc il faudra bien diviser des mètres par des secondes. Ici par exemple nous avons une échelle spatiale très simple où 1 cm sur le schéma correspond à 1 mètre dans la réalité. Donc si on mesure que notre snowboarder il s'est déplacé de 2,3 cm, cela signifie que son déplacement il est de 2,3 mètres dans la réalité. Vous aurez parfois des échelles spatiales plus compliquées, il faudra bien faire un tableau de proportionnalité pour pouvoir trouver le déplacement réel en mètres. Mais nous verrons plutôt ça dans une séance d'exercice. En tout cas, une fois que vous avez mesuré le déplacement et que vous avez trouvé combien cela fait de mètres dans la réalité, vous pouvez alors calculer votre vitesse instantanée en un point. Ici au point 1, la vitesse elle vaut 46 mètres par seconde. C'est en effet ce qu'on trouve si on divise 2,3 mètres, soit la distance parcourue par le snowboarder entre M1 et M2, par le temps qui s'est écoulé entre ces deux positions, à savoir 50 millisecondes. Et une fois que vous avez calculé votre vitesse instantanée au point 1, on va généralement vous demander de venir représenter votre vecteur vitesse sur le schéma. Votre vecteur vitesse, il devra alors partir du point 1, être tangent à la courbe et aller dans le sens du mouvement, donc vers la droite.
Et de plus, on vous demandera souvent d'utiliser une échelle pour représenter correctement la norme de vos vecteurs vitesse. Par exemple, 1 cm sur le schéma, ça représente une vitesse de 10 mètres par seconde dans la réalité. Ainsi, votre vecteur vitesse V1, il devra mesurer 4,6 cm, puisque la vitesse au point 1, elle vaut 46 mètres par seconde. Revoyons la méthode pour tracer maintenant le vecteur vitesse au point M2. Pour cela, nous mesurons la distance entre les points M2 et M3. Nous appliquons la méthode dite du point d'après pour calculer nos vitesses instantanées. Et entre les points M2 et M3, on mesure une distance de 1,5 cm. Nous avons de la chance ici, cela correspond à un déplacement de 1,5 m du snowboarder dans la réalité, donc pas vraiment de calcul à faire pour trouver le déplacement réel. Et en divisant ce déplacement réel en mètres par le temps séparant deux points en secondes, on trouve que la vitesse au point 2, elle est de 30 mètres par seconde. Nous représenterons donc notre vecteur vitesse V2 en le faisant partir du point 2, toujours tangent à la courbe et dans le sens du mouvement. Et cette fois, on fera un vecteur de 3 cm, puisque l'échelle choisie pour représenter la vitesse, elle est de 1 cm pour 10 mètres par seconde. Recommençons une dernière fois pour être sûr de bien retenir la méthode. Pour la vitesse au point 3, il faut mesurer la distance entre les points 3 et 4. Cette distance de 1,2 cm sur le schéma correspond à un déplacement réel du snowboarder de 1,2 m entre les points 3 et 4. Nous pouvons donc appliquer la formule de la vitesse instantanée en un point pour trouver qu'ici le snowboarder il a une vitesse de 24 mètres par seconde au point 3. Attention, les échelles temporelles elles vous sont souvent données en millisecondes et il faudra bien les mettre en secondes pour pouvoir trouver vos vitesses en mètres par seconde. Enfin, on garde toujours la même échelle pour représenter chacun de nos vecteurs vitesse. Ici, nous avions choisi 1 cm pour 10 mètres par seconde dans la réalité. On représente donc un vecteur V3 de taille 2,4 cm, puisque au point 3, le snowboarder il va à une vitesse de 24 mètres par seconde. Et si vous regardez bien les vecteurs vitesse tracés jusqu'à présent, vous constatez qu'ils sont de plus en plus petits. Et cela va nous permettre encore de caractériser un petit peu mieux notre mouvement. On va en effet terminer avec quelques mots de vocabulaire à retenir en fonction de l'évolution du vecteur vitesse. Sachez que si votre vecteur vitesse augmente au cours du temps, cela signifie que votre système est en train d'accélérer. On dit donc que le mouvement est accéléré. En revanche, si les vecteurs vitesse diminuent au cours du temps, votre système est en train de ralentir. Et on dira que le mouvement il est décéléré. Enfin, dernier cas de figure, si la norme de votre vecteur vitesse elle est la même en tout point, en toute position, cela veut dire que votre système il avance à vitesse constante. Et par conséquent, le mouvement on dira qu'il est uniforme. En classe de seconde, vous devez donc dire si vos mouvements ils sont accélérés, décélérés ou uniformes, en fonction de l'évolution de votre vecteur vitesse. Ici, vous avez en haut un mouvement rectiligne accéléré, au milieu un mouvement rectiligne décéléré, et en bas un mouvement rectiligne uniforme. Enfin, concernant le mouvement de nos snowboarders, nous avions en réalité un mouvement séparé en deux phases. Une première phase où nous avions déjà trouvé les vecteurs vitesse, où le mouvement il est curviligne et décéléré, puisque le snowboarder ralentit au fur et à mesure qu'il gagne de l'altitude. Et si nous avions calculé les vitesses instantanées des points suivants et représenté les vecteurs vitesse associés, nous aurions trouvé que le mouvement comporte une deuxième phase, au cours de laquelle le mouvement est curviligne accéléré, puisque lors de la descente, le snowboarder il va gagner de plus en plus de vitesse au fur et à mesure qu'il se rapproche du sol. Nous aurions alors justifié cela en disant que les vecteurs vitesse V4, V5, V6 et V7 sont de plus en plus grands. Pour résumer un petit peu la leçon, nous avons vu comment caractériser un mouvement en fonction de sa trajectoire. Attention ici à la rigueur dans le vocabulaire, il n'existe pas de trajectoire circulaire ni de mouvement en arc de cercle. Il existe des trajectoires qui forment des cercles ou des arcs de cercle et ceci nous permet de dire que le mouvement associé est circulaire. Nous avons également vu qu'un mouvement il doit être aussi caractérisé en fonction de sa vitesse. Toujours attention à la rigueur dans le vocabulaire. On vous demandera par exemple de dire que le mouvement est uniforme si la vitesse est constante ou que le mouvement est accéléré
si la vitesse augmente. Donc retenez impérativement ces mots de vocabulaire qui servent à décrire correctement les mouvements en classe de seconde, ainsi que les définitions vues en début de chapitre, comme le système, les référentiels, les échelles spatiales ou temporelles. Cela fait déjà beaucoup de notions et exceptionnellement nous allons faire 2 vidéos d'exercice sur ce chapitre. Une première sur ce vocabulaire qui permet de décrire précisément les mouvements. Et la seconde séance d'exercice sera uniquement dédiée au vecteur vitesse. Donc sans les calculs de coordonnées de vecteurs que vous verrez finalement seulement en séance de travaux pratiques, mais juste avec la partie calcul de vitesse instantanée en un point et représentation de ce vecteur vitesse, dont on rappelle une dernière fois la méthodologie. Premièrement, il faut mesurer la distance entre le point où on va appliquer le vecteur et le point d'après sur le schéma. Deuxièmement, il faut exprimer la valeur réelle de cette distance en se servant de l'échelle spatiale fournie sur le document. Troisièmement, il faut calculer la vitesse instantanée au point souhaité en divisant la distance trouvée par la durée séparant 2 positions du système, que nous avons définie comme l'échelle temporelle au début du cours. Et enfin, il faut représenter le vecteur vitesse en utilisant une échelle de vitesse pour que le schéma soit bien représentatif des calculs effectués. Voilà qui conclut finalement notre premier chapitre de mécanique niveau seconde, à savoir comment décrire précisément un mouvement. Je vous recommande évidemment de vous entraîner à travers de nombreux exercices et pourquoi pas visionner les 2 séances d'exercices corrigés que je viens d'évoquer.